Vous écoutez Pierre Nantel. Alors, bien évidemment, on a parlé avec Philippe Richard-Bertrand de la démission de Chrystia Freeland. Bien évidemment, c'est quelque chose qui nous perturbe parce qu'au niveau du budget, c'est quand même fondamental. Tout le monde run son budget. Tout le monde gère ses entrées et ses sorties d'argent. C'est la même chose en général au niveau des finances personnelles, les hypothèques et tout ça. On en parle justement avec ces variations de taux d'intérêt qui sont arrivées récemment avec Fabien Major, notre planificateur et chroniqueur financier. Bonjour, Fabien. Bonjour Pierre, ça me fait plaisir. Je suis très heureux de te rencontrer d'ailleurs parce que même moi, je fais partie de ces gens-là qui ont une hypothèque à renouveler, qui ont pris une hypothèque à taux fixe il y a environ 5 ans, mais on espérait tous des descentes de taux d'intérêt. Est-ce qu'on peut espérer que ça continue de descendre? Oui, je pense qu'au Canada, ça va continuer de baisser, mais quand même, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, comme toi, vont renouveler l'hypothèque. Au Canada, c'est 1,2 million de Canadiens. C'est quand même pas mal. Les prêts qui devront être renouvelés et ils arrivent à terme, c'était des prêts à taux fixe parce qu'il y a quand même beaucoup. Dans les dernières années, l'habitude, c'était les taux variables parce que les taux n'arrêtaient pas de descendre. Mais les gens ont fixé, il y a 4-5 ans, et là, ils renouvellent. Au Québec, on est quand même à près de 300 000 emprunteurs qui doivent renouveler leurs prêts en 2025. Et il peut y avoir un gros choc parce que même si les taux, là, ils diminuent, notre taux n'arrête pas de baisser depuis le début de l'année 2024, le taux de la Banque du Canada, mais on n'est jamais à des taux comme en 2020. Avec la pandémie, tout ça, il y avait un taux directeur à 0,25. Alors quand les gens pratiquement zéro comme taux d'intérêt. Ouais. C'est vrai. Et beaucoup d'entreprises même se sont mis dans le trouble quand il y avait des trucs variables avec 2022 où là, ça a parti vers le haut. Mais le résultat est que là, on renouvelle. On renouvelle avec des taux un peu plus normaux. Je sais pas, 4,5, 5,5. Ça devrait être dans ces eaux-là. Mais quand quelqu'un avec un taux de 2 compare avec ça, il y a des grosses différences. Et la SCHL estime qu'au renouvellement, eh bien, il y en a que c'est 30 à 40 d'augmentation sur la mensualité. C'est à peu près la dernière batch, là, si on parle en bon québécois, le dernier segment de la population depuis 2020 à renouveler, c'est en 2025. Et s'il y en a qui ont été surpris par les taux de faillite personnelle qui augmentent un peu, ben ça se peut qu'en 2025, il y ait justement une augmentation sensible des faillites personnelles en raison de tout ça. Pensez-y, là, Oui. qu'est-ce qu'on fait là, quand ça augmente de même 30-40 %? Puis c'est notre toit. Mais Fabien, quelle est l'alternative pour une personne qui anticipe ça? Est-ce que, par exemple, des termes de 30 ans, c'est quelque chose qui est à explorer? Oui, c'est à explorer, mais les termes de 30 ans, c'est réservé aux nouvelles maisons. Et avant, il y avait une permission, mais il fallait aussi avoir plus de 20 de mise de fonds. Et puis maintenant, ben, c'est réservé à ceux qui ont une maison neuve. Puis les maisons neuves, ben, c'est quand même très onéreux, là. On est dans autre chose. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Puis, il y a certains endroits, c'est pas problématique à l'échelle du Canada, mais si on a eu une espèce de ballon, c'est-à-dire que on a repoussé notre paiement hypothécaire du capital parce qu'on remboursait même pas suffisamment, ben, on se retrouve avec une dette hypothécaire supérieure à la valeur de la maison. Il y en a qui n'auront pas le choix de remettre les clés. Puis, ben malheureusement, peut-être que les banques vont accepter une gorgée de travers, mais je serais surpris puisque le marché est encore chaud au Canada. Puis là, les baisses de taux fait qu'il y en a qui vont dire on va juste se sauver une partie du budget comme ça, là, mais définitivement, ça va être du pétrin pour bien des familles. Mais évidemment, quand on entend ça, on se dit, bon, mais pour quelqu'un qui a les moyens d'acheter, il y aura peut-être des aubaines à faire, à saisir, puisqu'il y aura beaucoup de maisons sur le marché qui seront en vente pour le solde hypothécaire. Mais dans la vraie vie, ceux qui sont dans leur maison puis qui voient ça arriver, selon toi, il n'y a comme pas vraiment de solution à une hausse de mensualité de 30 % là. Non, c'est un drame. Un refinancement, parfois, on pourra faire des arrangements avec des proches dans la famille. Un autre membre de la famille pourra devenir copropriétaire, quelque chose comme ça, mais beaucoup d'imagination, système D. Le Love Money, c'était
très, très populaire en 2020 parce qu'il y a des jeunes qui ont acheté des maisons qui n'avaient pas vraiment la mise de fonds et les parents, les grands-parents les ont aidés. Le coup de pouce donné en 2020, 2021, on dirait que ça a causé une partie de l'effervescence du marché immobilier canadien. Et puis là, peut-être qu'on va demander un autre coup de pouce à grand-papa, à grand-maman pour aider justement à refinancer le tout. Parce qu'il y en a, il faut se l'avouer, il n'y avait pas les moyens d'acheter une propriété, d'être propriétaire immédiatement. Parce qu'évidemment, cette situation, puis c'est bien, tu as tout à fait raison de l'évoquer. Maintenant, on voit beaucoup de villes qui s'ouvrent, entre autres, par exemple, à ce qu'il y ait des bigénérationnels, à ouvrir des terrains pour que les grands-parents puissent s'installer à l'arrière, etc. Est-ce qu'on peut imaginer que la SCHL pourrait favoriser, de mettre des conditions avantageuses? Est-ce que les gouvernements pourraient mettre des conditions avantageuses pour que les grands-parents ou les parents puissent réinvestir? Est-ce que c'est un cadre, ça existe de ce genre de politique au pluriel, pas de la politique, mais des façons de faire? Est-ce que ça pourrait exister? Oui, ça existe en ce qui concerne, par exemple, la location. Si on veut avoir un revenu d'appoint avec une partie de la maison, avec une autre porte arrière, on doit faire des rénovations. Il y a certains avantages qui sont assez modestes, mais ça existe. Et peut-être que pour la famille, quand il y a de l'aide comme ça devient non pas sa maison principale qui est exemptée d'impôts quand il y a revente, mais donc quelque chose avec la famille. Je pense qu'il pourrait avoir une forme d'accommodement sur de l'exonération de gains en capital, par exemple. Ça pourrait être un incitatif. Mais oui, il va falloir jouer d'imagination parce que j'imagine que 2025 va passer de travers dans le budget pour bien des familles. Il va falloir être créatif, même au niveau de nos politiques publiques. Parce que ce que tu voulais me mentionner, entre autres, c'est que l'économie actuellement vit des soubresauts importants. Le Dow Jones qui a descendu vendredi, encore une baisse importante. Il y a des gens qui font des bons placements, mais de toute évidence, l'économie est bouleversée actuellement. Oui, elle est bouleversée et sous tension. Juste les politiques de Trump, c'est à deux tranchants. Le marché a accueilli favorablement, on parle des marchés boursiers, là, les indices de marché, SP500, Dow Jones, Nasdaq, tout ça, c'était le party début novembre à son élection parce que ça favorise des coupes d'impôts. Mais il commence à parler tarifs, puis là, ça refroidit les marchés parce que on n'est pas dupe. Si Trump, moi j'appelle ça, le tarif, c'est le hochet du président. Parce que s'il est dans une pièce tout seul et qu'il peut avoir un levier, s'amuser avec quelque chose pour asseoir son pouvoir, il n'y a pratiquement que ça. Son hochet, c'est les tarifs. C'est là que le président est le maître à bord. Il veut s'en servir, il s'en est servi. Et on sait très bien dans les milieux financiers que des hausses de tarifs, c'est de l'inflation directe pour les États-Unis. Et qui dit inflation, dit automatiquement peut-être des taux d'intérêt ne redescendront pas ou vont même remonter. Et ça, le marché le veut pas. Alors, ça fait maintenant une séquence importante, 7 journées de suite de repli du Dow Jones. On est quand même en avance là parce que c'est une belle année, des rendements entre 15 et 30% pour la bourse, mais c'est fragile tout ça. Moi, je crois que avoir une correction janvier, février, c'est possible, mais une effervescence comme on voit des fois à la fin d'année, on voit les chiffres du commerce de détail, puis les marchés boursiers partent à la hausse. Ça, je pense qu'il faut oublier ça pour avoir une fin de l'année 2024 avec un feu d'artifice. Les marchés n'appréhendent pas ça et sont vraiment un peu sur leur garde. Puis tous ceux qui nous écoutent, qui ont des investissements américains, c'est sain de prendre ses profits et de répartir avec les autres investissements, avec des obligations, des actions canadiennes. En passant, les actions canadiennes et internationales sont moins chères. On peut le savoir avec le ratio. Là. On regarde le cours-bénéfice des actions. Il est possible de voir qu'il y a des actions qui sont vraiment surévaluées. La semaine dernière, je regardais, par exemple, quelqu'un me disait, Tesla, il me semble que c'est une belle compagnie, ça fait de l'argent, tout ça. Ça fait pas beaucoup d'argent. Sur le ratio, là, c'est quelque chose... Moi, je suis surpris. Ah non? Ouais. Non, l'action est à peu près à 400 piastres, mais le ratio est à plus de 150%. Ça veut dire que si on achète une action de Tesla aujourd'hui avec la hauteur de ses profits, on va retrouver son capital investi dans 150 ans. Ben voyons. Alors, c'est un peu comme Martel. C'est un peu mystérieux. C'est parce qu'il y a beaucoup on parlait tout à l'heure avec Philippe Richard Bertrand de Lion électrique. Il y a comme un enthousiasme sur un nouveau virage technologique au niveau des transports, par exemple. Tout le monde va investir là-dedans, mais il y a beaucoup de gens qui vont se casser le nez dans le processus d'exploration du domaine. C'est ça, je veux dire, même Tesla, Elon Musk nous apparaît comme le millionnaire dans James Bond qui choisit le parti politique qu'il va soutenir. C'est pas rentable actuellement, Tesla.
En fait, c'est rentable, mais c'est pas rentable à la hauteur de la valorisation de l'action. Okay. C'est ça la différence. Okay. C'est un peu comme quelqu'un qui s'achète un édifice, il paye un duplex, un triplex, $1 million et il n'a que 5 000 $ de revenus dans toute l'année. Son ratio fait qu'il ne peut espérer que le bâtiment prenne de la valeur pour entrer dans son argent. C'est pas donc la capitalisation de l'édifice qui fait tout le travail en général. C'est la même chose avec une compagnie. Il faut qu'il y ait des revenus et des bénéfices conséquents. Puis dans ce cas-là, c'est nettement exagéré. Et c'est pas la seule compagnie. J'ai nommé Tesla, mais on l'appelle les Magnificent Seven, les 7 magnifiques, les grosses compagnies technologiques qui ont tiré tous les indices vers le haut. Là, c'est rendu, c'est à près de 40% qu'on s'approche en technologie du gros indice SP500 aux États-Unis. Ça me semble maintenant un peu plus dangereux. On entre dans un marché boursier plus à risque qu'il ne l'était. On va peut-être déchanter un peu comme les Américains vont déchanter potentiellement des politiques de Donald Trump. Parce qu'en terminant, juste Fabien nous réitérer, les gens qui ont fait des placements, qui sont en lien avec l'économie américaine, ont touché des beaux gains cet automne. Tu suggères d'encaisser ça et de répartir. Oui, on appelle ça rééquilibrer son portefeuille. Si on avait des proportions 20% américains, 20% canadiens, 20% international, le reste peut-être en obligation, de revenir à ces proportions-là parce que les gains qu'on a fait avec les placements américains fait qu'on est peut-être rendu à 30%. Fabien Major, merci pour ce conseil très concret. Merci beaucoup. À la prochaine. À bientôt. Bye. Salut.